La confiance est sans doute l'un des piliers essentiels de toute relation saine, amoureuse ou non. Pratiquement rien ne peut être construit si une partie ne fait pas confiance à l'autre. Et comme tout le monde le sait, la confiance c'est quelque chose qui prend des mois ou même des années à être acquise, mais qui peut être détruite en seulement quelques secondes. Il est donc essentiel de bien connaître la personne à qui nous accordons notre confiance, car la donner à la mauvaise personne peut avoir des conséquences graves, voire mortelles. Michel, après avoir été alerté par sa sœur, a commencé à soupçonner qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans sa relation. Fiancée et enceinte d'un médecin réputé, elle a ressenti des symptômes étranges durant sa grossesse. Pour résoudre la situation, elle a pris une décision courageuse. Elle a installé des caméras cachées la tarantula à l'intérieur de sa propre maison, et ce que les caméras ont révélé était plus terrifiant qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Aujourd'hui, vous découvrirez l'affaire Michel Baker. En l'an 2000, Michelle Baker était une femme de 33 ans qui vivait dans l'État de l'Ohio et qui travaillait comme pompier et ambulancière dans la ville de Lima. Sa situation financière était confortable. Elle possédait sa maison et n'avait pas de difficultés. Cependant, sa grande préoccupation concernait sa vie personnelle, car elle n'avait pas encore réalisé son rêve de se marier et d'avoir des enfants. À la fin des années 90, grâce à ses amis, Michel rencontre un médecin nouvellement arrivé en ville, Maynard Monson. De Maynard, également âgé de 33 ans, était un homme charmant, charismatique et divorcé. De ce mariage sont nés ses 2 enfants. Il était un médecin à succès et parvenait à offrir une vie financièrement confortable pour lui et ses enfants. Tous deux se sont bien entendus dès le début, en grande partie grâce à leurs professions respectives, car ils étaient tentés tous deux responsables de prendre soin et de sauver des enfants. Et seulement 1 mois après leur rencontre, Maynard a emménagé chez Michel. Pendant les week-ends, les enfants de Maynard passaient du temps avec eux. Ce n'était pas un problème pour Michel, d'ailleurs, elle s'entendait très bien avec les enfants. Les choses commençaient enfin à s'arranger dans la vie de Michel. Elle avait trouvé un compagnon et était très heureuse de la tournure que prenaient les choses. Il ne lui restait plus qu'à réaliser son rêve de devenir mère. Et il n'a pas fallu longtemps pour que cela arrive. Peu de temps après que le couple a commencé à vivre ensemble, Michel a découvert qu'elle était enceinte d'une fille, étant donné la relation que Maynard avait avec ses 2 enfants. Elle était certaine que la nouvelle de l'arrivée d'un 3e enfant le rendrait extrêmement heureux, et c'est exactement ce qui s'est passé. Il était ravi d'apprendre qu'il allait être père à nouveau et a proposé qu'ils se réunissent et se marient officiellement à Key West, en Floride. Une cérémonie sur la plage, pieds et nus dans le sable au coucher du soleil. Une cérémonie privée, avec seulement eux deux et 2 témoins, des amis du couple. Sans hésiter, elle a accepté la semaine du mariage. Ils sont donc partis pour Key West, mais dès la première nuit, Maynard a pris une décision inattendue. Il a demandé de reporter la cérémonie pour que sa famille puisse y assister. Bien qu'elle ait été dévastée, car elle avait déjà beaucoup d'attentes autour de cette union, Michel a respecté le souhait de son partenaire et a essayé de voir le côté positif de la situation. Ainsi, sans précipitation, elle pourrait inviter sa famille. Plus tard dans la soirée, ils sont allés dîner au Hard Rock Café. Cependant, en rentrant à l'hôtel, Michel a commencé à ressentir de fortes crampes, en plus de saigner un peu dans la région intime. Immédiatement. Elle s'est inquiétée pour le bébé qui était entre le 3e et le 4e mois de grossesse et que quelque chose aurait pu lui arriver. Étant médecin diplômé, Maynard a rassuré sa fiancée, lui demandant de se reposer car les douleurs finiraient par passer. Il avait raison car le lendemain, Michel ne ressentait plus rien. Mais ces douleurs avaient déjà laissé des traces. Elles ont semé le doute chez la jeune femme sur la santé de Nenem. Ainsi, dès son retour de voyage, elle s'est rendue au cabinet du docteur John Shee, qui l'avait suivie pendant toute la période de grossesse. Après des examens, le médecin l'a assuré que le risque de problème était faible et que tout se passait bien.
Prédisant déjà l'augmentation imminente de la famille, Ménard a acheté une maison plus grande que celle où le couple vivait, estimée à environ 320 000 $. À l'époque, Michel et son fiancé ont emménagé et tout semblait bien se passer, jusqu'au jour où Ménard a apporté des nouvelles qui allaient complètement bouleverser leur relation. Avant de rencontrer Michel, il avait une petite amie appelée Tammy Irwin, une infirmière avec qui il a eu une relation quelque peu tumultueuse. Le pire, c'est qu'il a révélé qu'il pensait avoir encore des sentiments pour elle, alors imaginez la surprise de Michel lorsqu'elle l'a appris. Touchée par la fiancée, par l'honnêteté du fiancé et par l'amour qu'elle lui portait, elle a décidé de donner une nouvelle chance et, au lieu de mettre fin à la relation, elle a essayé de la reconstruire. Mais cette bonne volonté a vite disparu après le week-end du 4 juillet 2000, lorsque Michel a appris que son fiancé voyait toujours son ex-petite amie. Le 4 juillet est une date très symbolique aux États-Unis. C'est le jour où l'on célèbre l'indépendance. C'est souvent une date marquée par des défilés, feux d'artifice et fêtes, où les familles se réunissent généralement autour de barbecues ou déjeuners en plein air. Ce jour-là, Michel avait prévu de passer le jour férié aux côtés de son fiancé. Le matin, ses plans se sont réalisés, cependant, dans l'après-midi. Ménard avait d'autres projets, car il allait partir pour un voyage de pêche avec un ami, à 1 heure de route de la ville où il vivait Anne. Ainsi, dans l'après-midi, Michel a continué le ménage de la maison. Rien ne rend les tâches ménagères moins ennuyeuses que d'écouter de la musique en les faisant. Elle a donc allumé la radio, comme à son habitude pendant les émissions. Très souvent, les gens appelaient les stations de radio pour participer à une petite discussion, mais surtout dans le but de demander une chanson. Et voilà que, lors de l'un de ces appels, une voix familière se fait entendre. Lorsque l'animateur a demandé le nom de la personne et à qui la chanson serait dédiée, l'homme a répondu « Je m'appelle Ménard et je la dédie à Tammy ». Choqué et convaincu d'être trompé, Michel a demandé à un voisin de l'emmener jusqu'à la rue de Tammy. Le détail, c'est qu'elle a appris l'adresse grâce à la radio elle-même, lorsque l'animateur a demandé « Tammy, d'où ?» Il a donné le nom de la rue et du quartier. En arrivant dans la rue, elle a immédiatement vu la voiture du fiancé. Devant la maison, il était avec son ex-petite amie, parlant comme un couple. Michel est sorti de la voiture et a immédiatement confronté les deux. C'est alors qu'elle a découvert que Tammy ne savait pas qu'elle et Maynard étaient ensemble. Michel a rompu les fiançailles et est parti de là complètement anéanti. Dès son retour, elle a rassemblé les affaires de Maynard et les a jetées dehors. Quelques jours seulement après la rupture, Maynard a appelé Michel pour lui proposer de faire un pique-nique dans le but de simplement discuter, et elle a accepté. Son but était au moins une trêve avec le futur père de sa fille, voire simplement le parc. Ménard s'est excusé pour ce qu'il avait fait, disant qu'il avait complètement tort, mais qu'il l'aimait toujours beaucoup et qu'il voulait être présent dans sa vie et celle du bébé. Touché par sa sincérité, Michel lui a pardonné et offert une seconde chance. Mais ce moment de réconciliation a été interrompu par un nouvel épisode de fortes coliques et de nausées, obligeant la jeune femme à courir aux toilettes du parc. Selon Michel, elle pouvait à peine sortir des toilettes ce jour-là, vomissant et souffrant de diarrhée. Peu de temps après, elle a commencé à saigner, tout comme cela s'était produit lors du voyage de noces. Vu la gravité de la situation, elle a dû se précipiter à l'hôpital pour vérifier à nouveau si tout allait bien avec le bébé, qui en était maintenant à environ 5 mois de grossesse. Et une fois de plus, le médecin n'a rien détecté d'anormal, l'échographie montrant que l'enfant semblait apparemment mort. Le docteur Jean a relié ces symptômes au stress. Le couple a continué sa vie. Ménard, redevenu attentionné, rendait Michel heureuse. Mais avec le retour de son partenaire à la maison, les crampes, les nausées et les saignements sont également revenus. C'était pour le moins une étrange coïncidence, et cela n'a pas échappé à la sœur jumelle de Michel, Mélinda. En entendant cela de sa sœur, Michel a été horrifié par ces sous-entendus.
Comment Ménard pourrait-il faire du mal à elle et à sa fille, qui n'étaient même pas encore nées? Cependant, cette question de Melinda a poussé Michel à essayer de se rappeler toutes les fois où elle s'était sentie mal. Un détail revenait toujours lors du voyage à Key West, quand Michel a eu ses premières douleurs et saignements. Pendant qu'ils étaient au Hard Rock Café, c'est Maynard qui a apporté sa boisson, et la même chose s'est produite pendant le pique-nique puisqu'il avait apporté toute la nourriture et les boissons. Cela a alerté Michel, qui a choisi d'enquêter elle-même sur la situation. Un jour, Maynard a dit qu'il allait partir en voyage avec ses enfants en Floride pour profiter de quelques jours de vacances. Michel ne l'a pas cru et peu après, elle s'est rendue chez Tammy où, curieusement, la voiture de Maynard était garée. Cependant, au lieu de le confronter à nouveau, Michel a décidé de s'approcher de la maison en silence par une fenêtre entr'ouverte. Elle a surpris son fiancé et Tammy se disputant. Tammy a demandé « Et qu'est-ce que tu vas faire pour le bébé ?» Il a répondu « Pour ça, ne t'inquiète pas. À ma connaissance, c'est déjà réglé. » Michel a tout simplement paniqué et s'est immédiatement rendu dans un commissariat pour signaler ce qui se passait. Les détectives Jeffrey Colvin et Richard May étaient stupéfaits par cette histoire. Mais jusqu'à ce moment-là, rien ne pouvait être fait sans preuve concrète contre Maynard. Par conséquent, Michel s'est efforcé d'apporter une preuve pertinente afin que la police puisse agir, et cela a été fait à l'aide d'une caméra cachée. Le 2 août 2000, Michel a élaboré un plan pour recueillir les preuves dont elle avait besoin. Elle a caché une caméra parmi quelques plantes qui se trouvaient dans la cuisine en la dirigeant vers la table centrale et a laissé l'appareil enregistrer. À son invitation, Maynard est arrivé pour dîner et a servi les boissons pendant qu'elle retournait la viande sur le grill dehors. À ce moment, la caméra a surpris qu'il ajoutait quelque chose dans le Coca-Cola de Michel, mais l'enregistrement ne montrait pas clairement quoi. En revenant, Michel a dit qu'elle allait aux toilettes et a emporté son verre avec elle. Au fond du verre, Michel a vu quelque chose de troublant, une quantité significative d'une substance blanche et visqueuse, ce qui prouvait que Maynard ajoutait vraiment quelque chose de plus dans sa boisson. Elle a tout versé dans la bouteille en plastique cachée dans une armoire, a lavé le verre et l'a rempli avec un autre Coca-Cola caché dans la salle de bain. L'ambiance du dîner était épouvantable. Michel voulait juste partir et donner les preuves à la police. Elle a dû maîtriser son anxiété pour ne pas éveiller de soupçons. Elle a simulé un malaise, réconfortée par Maynard, puis il l'a laissée sur le lit avant de partir. Les échantillons recueillis par Michel ont été envoyés à un laboratoire médico-légal pour analyse immédiate du liquide. Toutefois, vu le nombre de médicaments existants, comparer leur composition prendrait trop de temps, un luxe qu'il ne pouvait en s'offrir. Il convient de souligner qu'à cette époque, en l'an 2000, la science médico-légale ne disposait même pas de la moitié des outils d'analyse biochimique qui sont disponibles aujourd'hui. Pour être plus objectif, ils ont consulté des pharmaciens locaux pour savoir quels médicaments en vente pouvaient provoquer un avortement. Et le médicament le plus courant qui pouvait avoir cet effet était le Cytotec, un médicament normalement utilisé pour traiter les ulcères à l'estomac, car il contient du misoprostol. Cette substance bloque la production d'acide et stimule le mucus pour protéger l'estomac Cytotec estomac. Cependant, après plusieurs études menées avec le misoprostol, il a été prouvé qu'il provoque également des contractions utérines. Le ramollissement du col de l'utérus peut faciliter l'accouchement ou entraîner un abus. Aux États-Unis, le Cytotec n'était vendu que sur ordonnance, ce qui ne posait aucun problème à Maynard, qui était médecin. Lorsque le laboratoire a comparé la formule du médicament avec le liquide visqueux trouvé dans le Coca-Cola, il a été confirmé qu'il s'agissait de la même substance. Cependant, il restait encore un petit problème. Les images de la vidéo de Michel ne montraient pas clairement que Maynard mettait précisément ce médicament dans la boisson.
Cela pourrait permettre à une bonne défense de l'innocenter en affirmant qu'elle aurait drogué sa propre boisson pour l'accuser. Par conséquent, s'il voulait arrêter Maynard, il fallait obtenir des preuves concrètes rendant l'affaire incontestable, et pour cela, la police a tendu un piège. Le 14 août, Michel l'a de nouveau invité à dîner. Sur une étagère se trouvait une petite statue de pompier, et à l'intérieur de cette statue, il y avait une caméra qui transmettait des images de toute la cuisine. Les détectives Jeffrey et Richard, dans le garage, attendaient en pente que Maynard commette une erreur quand Michel annonça qu'elle allait mettre la viande sur le grill. Sur les images de la caméra, on voit clairement que, lorsque Maynard est resté seul dans la pièce, il a sorti quelque chose de sa poche et l'a mis dans le Coca-Cola de Michel. En voyant cela, les policiers n'attendent même pas une seconde de plus. Ils entrent immédiatement dans la pièce et annoncent l'arrestation. L'un des policiers dit même quelque chose comme « J'espère que ce que tu as mis dans sa boisson, c'était des vitamines ». En demandant de quoi il parle, l'un des policiers pointe la caméra cachée et il se rend compte qu'il est tombé dans un piège. L'analyse de la boisson confirme la présence de cytotec dans le liquide. Maynard a été arrêté pour tentative de meurtre sur sa fille. Lors de l'audience préliminaire, il a plaidé coupable et a eu le droit de payer une caution pour attendre son procès en liberté. Maynard pensait qu'il ne risquait rien, la fille du couple étant toujours en vie et en gestation. Au cours de l'enquête, il a été découvert que c'était Tammy qui achetait les médicaments, car Maynard rédigeait l'ordonnance et la signait pour elle, puisqu'il ne pouvait pas les acheter. Ainsi, Tammy a été inculpé pour quelque chose de similaire à la possession de documents falsifiés. Après plusieurs doses du médicament, les échographies de Michel restaient normales. Elle a été suivie médicalement à tout moment après la détention provisoire de Maynard, pour s'assurer que le bébé naîtrait en bonne santé, mais malheureusement, la tragédie est survenue à 28 semaines de grossesse. La petite fille n'a pas survécu et est décédée dans l'utérus après un accouchement douloureux qui a duré environ 14 heures, mais quand Michel a donné à sa fille le nom de Michaela. Suite à la perte récente, le ministère public voulait éviter un procès qui stresserait davantage Michel et sa famille. Par conséquent, avec son approbation, en octobre 2000, un accord a été proposé à la défense. Tammy a plaidé coupable pour sa participation à la délivrance de fausses ordonnances de médicaments et a été condamnée, mais avec sursis. Aucune source ne précise la durée de cette période. Mais si l'on prend en compte la peine qui a été infligée à Maynard, je dirais qu'elle n'a même pas duré 1 an. De plus, elle a perdu sa licence d'infirmière. Maynard, reconnu coupable de contamination de substances alimentaires et de tentative de meurtre, n'a écopé que de 5 ans de prison. En plus, il a également vu sa licence médicale révoquée.